13h partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble le sommaire de ce journal. Une réunion de haut niveau sur la lutte contre le travail des enfants. Le rapport US-DOL au centre des échanges au cabinet de la Première Dame, avec un accent particulier sur les progrès et actions pour l'éradication du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Une réunion qui définit aussi un nouveau cadre d'action de lutte contre le travail des enfants de notre pays. L'Association des raffineurs africains veut révolutionner l'adoption du GPL, le gaz de pétrole liquéfié. Il se tient à Abidjan le tout premier forum sur le sujet avec la problématique suivante: révolutionner l'adoption du GPL et la durabilité à long terme en tant qu'alternative de cuisson plus propre à travers l'Afrique. Et puis en Ouganda, au moins 11 corps ont été retrouvés hier mardi sur les lieux de l'explosion d'un camion-citerne transportant de l'essence à 25 km au nord de la capitale, Kampala. Les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui fuyait du camion renversé suite à un accident. Bienvenue à tous. L'actualité en Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire qui a fait des progrès dans la lutte contre le travail des enfants. Déclaration rassurante de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, au cours d'une réunion de haut niveau à son cabinet sur le rapport US-DOL. Le président classait la Côte d'Ivoire 4e sur 131 pays ayant fait des progrès dans cette lutte. Et en présence de la sous-secrétaire adjointe chargée des affaires internationales au département du travail des États-Unis, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a réaffirmé son engagement sur les recommandations faites par l'US-DOL, telles que l'éducation, la protection sociale, mais aussi la sécurité. Le résumé par Mahama Traoré et Lamine Dramé. Il ne faut pas baisser les bras, car la menace persiste. La Première Dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, partage cette conviction avec le département du travail des États-Unis d'Amérique, US-DOL. La réunion de haut niveau tenue ce mardi à Abidjan en est d'ailleurs l'objet. Le département du travail des États-Unis et les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont une longue histoire de partenariat sur cette question. Je tiens à féliciter les deux gouvernements pour leurs efforts continus en faveur du progrès et du changement significatif visant à améliorer la vie des enfants, des familles et des travailleurs vulnérables dans leurs pays respectifs. Malgré les progrès obtenus, US-DOL demande plus d'efforts à la Côte d'Ivoire dans son dernier rapport sur le travail des enfants. Les recommandations émises à cet effet concernent notamment les domaines de l'éducation et de la protection sociale. Concernant l'incapacité des inspecteurs du travail à prendre des sanctions civiles contre les personnes en cas d'infraction relative au travail des enfants, à ce sujet, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale se propose de faire un plaidoyer en vue de la prise d'une ordonnance pour modifier le Code du travail afin de donner aux inspecteurs du travail le pouvoir de coercition, notamment celui de prononcer des sanctions civiles en cas d'infraction en matière de travail des enfants. Face à la pression avec la politique de scolarisation obligatoire, je voudrais dire qu'en nombre d'établissements secondaires publics, en 2011, on avait 294 collèges et lycées. Mais les efforts fournis sont tels qu'en 2024, nous avons 902 collèges et lycées. Ça veut dire qu'on est passé du simple au triple. Ce sont des efforts à considérer. Pour sa part, la Première Dame rassure que les actions de répression vont s'intensifier. Concernant l'augmentation du nombre de brigades de la police criminelle en charge de la lutte contre le travail des enfants et de la délinquance juvénile, nous avons déjà pris en compte ce point par la création de 6 antennes équipées de véhicules et de matériel d'intervention à travers le pays. Bien entendu, nous continuerons à plaider pour l'augmentation de ces brigades afin de combattre plus efficacement la traite et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Je me réjouis que les discussions soient entamées pour lever tous les points de désaccord afin que ce protocole soit signé dans un bref délai. À cet effet, je souhaite vivement que toutes les parties prenantes, dans un esprit constructif, fassent des concessions afin que la mise en œuvre de ce protocole aboutisse pour le bien-être de nos enfants. Le Ghana, autre pays grand producteur de cacao, sera associé à ce nouveau cadre d'action en discussion. En 2023, plus de 3000 enfants victimes de travail ont été secourus à travers le pays et plus de 1000 trafiquants interpellés.
Un nouveau cadre de discussion qui ouvre la voie sur un nouveau partenariat sur les bases de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. À présent, un communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense, sur un prochain exercice de l'armée. Un exercice de lutte antiterroriste mené par les forces armées de Côte d'Ivoire se déroulera dans les régions des Lacs et de la Maraoué du jeudi 24 octobre au dimanche 3 novembre 2024. L'exercice vise à éprouver les capacités de lutte antiterroriste des forces armées de Côte d'Ivoire. Cet exercice, qui engagera des moyens terrestres, maritimes et aériens, verra des déplacements de troupes de jour comme de nuit et des survols d'aéronefs susceptibles d'occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations ivoiriennes pour les éventuels désagréments, tout en s'engageant à en réduire l'impact. À ce sujet, sur le gaz de pétrole liquéfié, une alternative au charbon de bois. Un forum s'y consacre ici à Abidjan alors qu'est lancée la COP16 sur la biodiversité. L'association des raffineurs et distributeurs africains souhaite révolutionner l'adoption du gaz pétrole liquéfié et la durabilité à long terme en tant qu'alternative de cuisson propre à travers l'Afrique. Faut-il ou non augmenter la consommation de ce type d'hydrocarbures? Le choix vous revient et les arguments sont présentés par Jean-Luc Bangbo. C'est le tout premier forum dédié au gaz de pétrole liquéfié, communément appelé GPL. Qu'ils soient régulateurs, développeurs de projets ou financiers, tous reconnaissent la nécessité de révolutionner l'adoption du GPL en tant qu'alternative de cuisson. Le GPL est affordable, donc ça veut dire qu'il n'est pas trop cher, on peut le régler et donc je ne gaspille pas de gaz. Donc c'est beaucoup plus efficace que charbon du bois ou des autres moyens biomasse. Pour les organisateurs de ce forum, cet hydrocarbure constitue l'une des meilleures options pour l'Afrique afin de réduire son empreinte carbone. 80% de la population africaine n'a pas accès aux moyens de cuisson propres. Elle cuisine au feu de bois et le feu de bois, comme on le sait, expose à plusieurs sortes de dangers liés à la santé, à la sécurité, à la perte de temps et aussi à la déforestation. Ainsi, au regard de tout cela, l'Association des raffineurs et distributeurs africains pense qu'il est temps de trouver les stratégies pour vulgariser la cuisson propre avec l'utilisation du GPL. Cependant, pour que le GPL puisse être pleinement exploité et devenir une solution durable à long terme, il est impératif de relever plusieurs défis. Il s'agit notamment des questions de financement pour la construction et la maintenance des infrastructures de réception, telles que les quais pour les navires et les sphères de stockage. Il est également indispensable de trouver un juste équilibre dans la fixation des prix du GPL afin de garantir son accessibilité tout en prenant en compte les contraintes budgétaires de nos États. Le forum qui se refermera le 24 octobre prochain comprendra notamment des sessions de formation et des visites de sites, de terminaux et de dépôts de GPL à Abidjan. GPL ou gaz pétrole liquéfié, une solution présentée comme durable. Partons maintenant pour la Smart City, la commune du Plateau. Le quartier des affaires a en vue une mobilité plus écologique sur ses rues avec des véhicules électriques. Une solution respectueuse de l'environnement et économique dont devraient bénéficier prochainement les populations. Un protocole d'accord vient d'être signé entre la municipalité et des partenaires techniques et financiers. Constant Kokora et Souleymane Donissangou. La commune du Plateau se veut être un exemple en matière de mobilité urbaine et d'innovation technologique. C'est le sens du nouveau partenariat entre la mairie et ses partenaires techniques qui consiste à améliorer et faciliter la mobilité urbaine à travers les moyens de transport dans la commune. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'au sein de la commune du Plateau, on ait donc un transport intramuros, que ce soit des VTC ou encore des navettes électriques ou encore des vélos, pour permettre justement à cette population-là qui se rend à la commune, qui travaille à la commune, de pouvoir se déplacer aisément. S'inscrivant dans le cadre des efforts de redynamisation de la commune, cet accord, selon les parties signataires, va favoriser l'adoption des technologies modernes de mobilité et répondre aux besoins grandissants en termes de fluidité des déplacements. Et l'objectif est de la technologie qu'il faut pour que les usagers du plateau, notamment, puissent être le plus à l'aise possible. Donc, ça demande de la flexibilité et puis une orientation très écologique.
Cette convention va renforcer la qualité de vie des habitants et des visiteurs à travers l'intégration des solutions de transport accessibles et respectueuses de l'environnement. La solution de mobilité électrique et donc des voitures électriques pour le cas de cette opération est une solution qui vient comme une grâce, en tout cas pour l'Afrique, pour nous permettre justement de pouvoir impacter directement les revenus des différents acteurs qui y sont. D'une durée initiale de 3 ans, ce protocole d'accord a pour ambition de rendre la commune des affaires plus fluide, connectée et durable. Une autre solution, cette fois pour la gestion des finances. On lutte tous contre la vie chère. Alors pour faire du bien au portefeuille, pourquoi ne pas se faire former à l'éducation financière? Et là, Acier est planificatrice financière et mentor en budget. Avec la crise financière, elle a le fardeau d'enseigner à mieux gérer revenus et dépenses. Suivons-la dans ce reportage d'Alexis Ouetraogo. Loyer, factures, imprévus financiers. Arrivez-vous à gérer vos revenus mensuels? Quand tu finis de gérer en tout cas les dépenses mensuelles, vraiment aujourd'hui là, sincèrement, arriver à économiser, c'est pas facile. Les milieux de mois font bien souvent place aux tensions de budget. Chacun y va de sa petite technique pour se tirer d'affaire. Je touche un salaire de le mois. Quand le mois arrive, bon, je divise ça en deux parties. Et puis l'autre partie, bon, comme c'est à la jeunesse, bon, on fait un peu de PA, on s'amuse un peu. Maintenant, mon salaire, je signe des 4 quoi. Bon, on peut dire je signe au moins 5 000 chaque soir comme ça. Et là, Acier est planificatrice financière et mentor en budget. En 2020, inspirée par les difficultés financières récurrentes de plusieurs de ses proches, elle initie une solution éducative. Les parents nous disent, allez-y à l'école, ayez du travail, vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais personne ne nous dit qu'est-ce qu'on doit faire de cet argent. Personne ne nous dit ça. Personne ne nous dit comment est-ce qu'on gère les dettes, à quel moment il faut prendre des crédits. Pour pouvoir gérer ses finances, la première des choses, l'outil indispensable, c'est un budget. Il faut savoir le faire, il faut le faire. Tous les jours, vous devez traquer au maximum vos dépenses. Avoir soit un logiciel, soit un tableau Excel pour pouvoir noter vos dépenses. Cela va vous permettre de savoir exactement quelles sont vos habitudes de dépenses, en un mot, où part mon argent. Recourir à l'éducation financière permet d'apprendre à économiser son argent, puis à l'investir pour en gagner un peu plus via les placements bancaires, l'entrepreneuriat ou encore l'immobilier. À ce jour, des applications permettent de suivre les dépenses en temps réel avec des alertes personnalisées pour éviter des dépassements de budget et le surendettement. Le développement économique peut tirer sa source des ressources existantes. Dans la vallée du Bandama, les meilleurs atouts du district sont utilisés pour booster l'économie locale, un potentiel que les responsables du district comptent bien valoriser pour marquer l'identité de la vallée du Bandama sur le développement, la promotion du tourisme, mais aussi l'artisanat. On en parle avec William Skakou et Charles Tatou. Les résultats des études sur le diagnostic des acquis touristiques et artisanaux du district autonome de la vallée du Bandama sont officiellement remis au ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. Ces études, effectuées par le Bureau national des études techniques et du développement, BNET, mettent en lumière les atouts existants tout en proposant des pistes pour la valorisation et le renforcement des capacités des acteurs de ces secteurs clés. L'objectif de l'étude a donc été de pouvoir établir donc une stratégie afin de pouvoir faire la promotion et de développer ces secteurs. Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, souligne une fois de plus que cette étude révèle le potentiel considérable du district en matière de tourisme et d'artisanat, des secteurs essentiels pour le développement des régions du district. En termes de développement économique, ce sont des secteurs qui sont très porteurs lorsque vous avez des atouts, des potentialités et des opportunités en appelant les investisseurs et les partenaires au développement à nos côtés. Nous allons pouvoir ensemble créer plus de richesses et plus d'emplois. Le ministre-gouverneur a également annoncé la réalisation prochaine d'une nouvelle étude visant à doter le district d'abattoirs modernes. De même, à organiser un forum économique destiné à mettre en valeur les potentiels du district.
Et si le développement des localités était basé sur la solidarité, le développement économique donc tire sa source donc de la solidarité, une association de concepts qui sont la base du développement communautaire et qui sont enseignés par le Rotary Club dans la commune de Marcory. Serge Pacom Didi et Didier Nguessan dans 10 avantages. Le développement économique et local, les unités de développement communautaire, UDC. C'est autour de ce thème que se tient cette activité d'échange et de formation de ses membres des clubs de service Rotary. L'orateur donne des astuces pour la pérennisation des actions que posent ces clubs en faveur des communautés, des stratégies pour associer les non-rotariens aux valeurs de partage et de solidarité des clubs Rotary. Le Rotary mène des actions sur le terrain pour aider nos collectivités à disposer du minimum pour vivre. Et dans ce cadre-là, le Rotary a créé un programme qu'on appelle les UDC, qui consiste à organiser et regrouper des personnes qui ne sont pas rotariennes, de sorte que ces personnes puissent contribuer aux actions que nous menons sur le terrain. Pour ces responsables de club service, avec cette formation, ils sont désormais mieux outillés à soutenir les populations locales à travers des actions menées en fonction de leurs besoins. Ce que j'ai retenu, c'est le fait que le Rotary est passé à une étape supérieure dans le sens où il n'est plus question de faire des actions one-shot, de suivre les actions que nous posons. Dans l'ensemble de nos actions, il faut que les populations cibles s'approprient les projets pour lesquels ils sont ciblés. C'est pourquoi nous avons créé des conditions d'implication de ces populations bénéficiaires de ces projets d'intérêt public afin d'avoir des projets pérennes. Promouvoir des solutions durables aux besoins locaux et développer des partenariats entre rotariens et non-rotariens dans un effort commun pour renforcer la collectivité sont entre autres les objectifs de cette activité. Le développement d'une localité inclut le critère santé des populations. Dans la région d'Unzi à Bokanda, les avantages de la couverture maladie universelle sont présentés aux populations selon ce reportage de Kader Sokotogo. La Direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, continue de sensibiliser les populations pour une adhésion massive. À Bokanda, dans la région d'Unzi, Bamba Karim, directeur général de la CNAM, conduit une forte équipe mobile d'enrôlement et de retrait des cartes CMU. Il profite de l'occasion pour inviter les habitants à se faire enrôler à l'outil de solidarité, la CMU. L'intérêt et les avantages sociaux sont passés au peigne fin lors de cette tournée d'information et de sensibilisation. Le président, soucieux du bien-être de la population ivoirienne, a mis ce système en place pour que chacun de nous puisse bénéficier des soins de santé de qualité au moindre. C'est-à-dire que tout le monde cotise 1000 francs et celui qui a des soucis de santé, tout le monde se met ensemble pour le soigner. C'est ça l'objectif que le président vise. Les autorités locales saluent l'initiative de la CNAM. Restons mobilisés et fréquentons les unités mobiles que le directeur général a mis à notre disposition pour assurer nos enrôlements et la distribution de nos cartes immédiatement une fois enrôlées. Pendant 10 jours, les populations du département de Bokanda qui ne sont pas encore enrôlées pourront le faire et retirer sur place leur carte CMU. Quant à celles qui sont en attente du retrait de leur carte, elles pourront se rapprocher de l'équipe de la CNAM pour répondre à leurs requêtes. Et nous gardons le ton du développement social en partant pour le centre-ouest de la Côte d'Ivoire où un bâtiment scolaire de 3 classes est inauguré. 1964 kits scolaires sont aussi distribués à l'occasion de l'ouverture donc de ces classes. Nous sommes à Angovia, près de Boisflé. Eugène Atoubé et Astou Soro. Un nouveau bâtiment pour l'école primaire d'Angovia, composé de 3 classes et équipé en table-banc. Ce bâtiment a été offert par la société minière Perseus Mining Yaouré. Il vient renforcer la capacité d'accueil de l'établissement et améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves. Les autorités préfectorales et éducatives, ainsi que la chefferie, expriment leur gratitude aux donateurs. Nous voudrions traduire donc toute notre reconnaissance, la reconnaissance de toute la communauté éducative pour ce qui a été fait. Mais nous voudrions donc les encourager à faire davantage. Nous ne cesserons de vous exprimer notre reconnaissance. Je voudrais demander aux bénéficiaires, surtout aux enseignants et aux élèves,
de faire un bon usage de ces dons. La société minière a également fait don de 1964 kits scolaires aux enfants de cette école à Angovia. Avec le bâtiment, c'est un total de plus de 41 millions de francs CFA que la société minière consacre à l'éducation dans ce village. L'action participe du respect des engagements de la société minière relativement au cahier de charges. Nous avons observé un besoin. Donc un besoin en infrastructure, un besoin aussi en équipement, donc en vue de pouvoir répondre donc à notre responsabilité sociétale. La direction a bien voulu mettre à la disposition de nos enfants, de nos élèves, de nos communautés, donc ces dons qui ont été présentés. Et je voudrais vraiment profiter pour saisir l'occasion en disant merci à toutes les communautés qui nous ont accueillis, donc qui nous aident dans notre projet. Depuis son installation à Angovia, la mine apporte son soutien à la communauté. L'année dernière, elle a fait don de plus de 330 tables bancs et chaises à l'école. La propriété intellectuelle et la lutte contre la contrefaçon au centre des intérêts du Burida. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur se rapproche de ses prochains membres, les étudiants des disciplines artistiques de l'INSAC. Formation et sensibilisation rapportée par Serge Pakomdidi et Souleymane Denisongo. La propriété intellectuelle et la lutte contre la contrefaçon au centre de réflexion entre la direction du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, et l'INSAC. Cette activité se tient à l'occasion de la 2e édition de la Journée du droit. Enseignants, étudiants de ces temples du savoir en art sont davantage édifiés sur les droits d'auteur et l'importance de leur protection. Nos sociétaires sont pour la plupart formés dans ces écoles par des formateurs qui, quelquefois, ne maîtrisent pas totalement les fondamentaux du droit d'auteur et de la gestion collective et qui fait que, quand ils sont sur le terrain, ils négligent totalement les formalités qu'ils doivent remplir pour pouvoir bénéficier des droits que nous collectons pour eux. Bien qu'étant encore apprenants, ces futurs professionnels des industries culturelles et créatives sont sensibilisés à la protection de leurs œuvres et à réagir en cas de contrefaçon. Nous formons des artistes ici qui sont aussi demain acteurs ou bien propriétaires de biens qu'ils vont peut-être créer. Il est donc bon qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'informer et avoir toutes les informations nécessaires sur tout ce qui est contrefaçon. Nous venons d'apprendre que nous avons des droits que nous ne connaissions même pas. Et nous savons aussi qu'il y a un organe étatique qui lutte pour le respect de nos droits. Cette journée dédiée aux droits au sein de l'INSAC bénéficie du soutien de l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire. La lutte contre la contrefaçon est essentielle pour dynamiser et favoriser l'innovation, la création artistique, protéger les artistes et leurs revenus. Au-delà de cette session de formation, l'instauration des modules sur la protection des œuvres et du droit d'auteur dans le programme de formation des étudiants à l'INSAC est envisagée. Toujours de culture avec la célébration de la journée du patrimoine culturel immatériel au village Kiyi. Une 50aine d'élèves a reçu des notions en généalogie et identité culturelle. Des élèves qui ont été formés en chanson, en danse sur le son de percussion. Générosa Aquadio et Franco Quadio nous font le point. Quand je te parle de généalogie, les yeux pleins de rêve, éveillés, une 50aine d'enfants au village Kiyi, centre d'expression multiculturelle. À l'occasion de la Journée internationale du patrimoine culturel immatériel, ils sont mobilisés par FECOPAM France et ST in Africa. Ateliers de sculpture, tableaux d'art, mais aussi ateliers d'apprentissage en danse et en chant. Tout un programme. La culture, pour moi, c'est tout ce que notre arrière-parents nous ont transmis. Et c'est à travers la culture qu'on peut connaître ce qui s'est passé et connaître nos origines. Aujourd'hui, les enfants sont venus. Ils ont appris beaucoup. Pour pouvoir évoluer, il faudrait que nous nous basions sur nos cultures. Cette initiative de la Fédération des coopératives des pays Mayoko Section France, présidée par Isiaka Kone, en partenariat avec Aurélie King, fondatrice du village, s'engage pour la préservation des traditions africaines à travers l'art. Nous, quand nous parlons de création, nous parlons pas seulement de la création des œuvres d'art, nous parlons de la création des solutions à nos propres problèmes principalement. Nous parlons de la création de meilleures conditions de vie pour nous-mêmes et notre entourage. Donc, il faut former les gens à cela. L'objectif, c'est que ces enfants-là puissent être demain des relais pour pouvoir véhiculer
à partir des éléments qu'ils auront acquis ici, le message à leurs camarades pour qu'ils comprennent que la culture, ce n'est pas seulement l'aspect ludique, mais ça a un volet fortement éducatif. Cette journée a permis aux élèves de découvrir l'art et la culture sous un nouveau jour, une initiative essentielle pour préserver et transmettre notre patrimoine aux générations futures. Et un instrument d'art matériel, le pagne, la 7e édition de la nuit du pagne. Le pagne était donc dans tous ses états à l'occasion de cette plateforme de promotion du pagne de tout horizon. Les accessoiristes africains ont été mis en compétition à cette occasion. On en parle dans cet élément de Serge Pacom-Didi et Franck Quadio. Ils sont venus du Bénin, du Togo, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Ces créateurs de mode font montre de leur savoir-faire à travers des créations confectionnées à partir du pagne. Un concours du meilleur accessoiriste africain. Et le thème est Noces africaines pour cette 7e édition de la nuit du pagne. Les noces africaines, il fallait qu'on aille vraiment puiser dans notre culture, dans la culture africaine, pour montrer comment les mariages se déroulent en Côte d'Ivoire, quels sont les apparats qu'on a, comment on s'habille, comment on fête nos mariages. Les créateurs ont redoublé de force cette année. La première place revient à la candidate béninoise. Elle est suivie du candidat de la Côte d'Ivoire. Je me suis donné, j'ai bossé, je crois que le résultat a payé. Je suis allée sur des tissus caractérisant les noces, caractérisant le mariage africain. J'ai aussi pensé à faire des travaux avant-gardistes, donc des travaux juxtaposés, en plus des accessoires multifonctionnels. Cette plateforme est consacrée à la promotion du pagne dans toute sa diversité et est soutenue par plusieurs entités dont l'UNESCO et ce parterre de personnalités. Les Ivoiriens sont de plus en plus vrais. On avait un Ivoirien qui était parmi les candidats, mais tous les Ivoiriens étaient pour la béninoise parce qu'elle a proposé quelque chose de bien. Et je suis fier de ce résultat. Il y a eu beaucoup de créas, beaucoup de culture on a vu, mais je pense que le meilleur est gagné et ça, je trouve que c'est magnifique. C'est un événement qui apporte un plus au secteur de la mode, qui permet à ces créateurs-là d'aller chercher au plus profond de notre culture vestimentaire pour sortir donc des modèles qui plaisent. Perçu comme un moyen d'expression et d'échange à travers la mode, la nuit du pagne donne l'occasion à plusieurs créateurs de présenter à ces furies de mode leur dernière collection. Et cet autre trophée est décerné au vainqueur du tournoi de football Mondialito. Le tournoi est à sa 16e édition. Donc le vainqueur a remporté le trophée Dominique Ouattara, destiné à promouvoir les jeunes talents de moins de 15 ans. Le résumé de ce tournoi par Konaté Ngamblé. Jeunes, femmes, autorités administratives et traditionnelles, supporters assis à même le sol, personne n'a voulu manquer l'apothéose du Mondialito 2024 au stade Abi Raoul de Marcory à Noumambo. Ce grand rendez-vous sportif destiné à promouvoir et occuper sainement les jeunes talents bénéficie du soutien de la première dame, Dominique Ouattara. On a plein de joueurs qui sont partis du Mondialito, qui sont aujourd'hui dans les grands championnats européens. Le sport, comme on le dit, c'est un phénomène de cohésion, d'unité, de savoir-vivre et de savoir mieux vivre ensemble. Merci à Mme Dominique Ouattara, la première dame, dont la coupe porte le nom. Ça fait 5 ans qu'elle soutient à ce tournoi, donc je voudrais profiter pour lui dire merci du fond du cœur et lui dire que nous sommes très fiers de ce qu'elle fait pour la jeunesse d'Anoumabo. Après 2 mois de compétition marquée par une quarantaine de matchs disputés, ASEMA FC d'Alieu-Dan en blanc a rendez-vous avec la formation de dimension réelle d'Anoumabo en finale. Dans ce duel 100% Marcory, le spectacle est à la hauteur des attentes des supporters. Longtemps resté fermé, le choc tourne en seconde période à l'avantage des Rouges d'Anoumabo qui l'emportent finalement 2-0 grâce à des réalisations de China Njim et Moustico. À l'heure des récompenses, Moustico reçoit le trophée du meilleur buteur. Arkma repart avec le prix du meilleur gardien. La formation de Djourfa est désignée équipe fair play avant que l'équipe victorieuse ne reçoive le joyau portant le nom de la première dame, Dominique Ouattara, des mains d'Abi Raoul, député maire de la commune de Marcory. Débuté le 15 juillet 2024, 32 équipes issues des centres de formation du district d'Abidjan ont participé à cette compétition organisée par la direction de la vie associative et de l'éducation de la petite enfance de la mairie de Marcory. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 17e édition, promettant encore plus de passion et de découverte pour les jeunes talents du football ivoirien.
L'équipe de Anoumabo FC qui remporte la 16e édition du tournoi Mondialito. L'actualité hors de nos frontières, nous partons en Afrique du Sud qui est de nouveau confrontée à une nouvelle réalité de pénurie d'eau après des mois de coupure d'électricité. Certaines parties de Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, sont maintenant confrontées à des pénuries d'eau. À Tembisa, l'un des townships les plus peuplés, les habitants doivent se démener pour trouver de l'eau afin de satisfaire leurs besoins élémentaires. Et l'actualité en Ouganda, où au moins 11 corps ont été retrouvés sur les lieux de l'explosion d'un camion-citerne hier dans la localité de Kigogwa, à 25 km au nord de la capitale Kampala. Selon la police, les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui fuyait du camion renversé après un accident. L'incendie qui a suivi a détruit 4 bâtiments, incluant 9 magasins, causant aussi des dégâts matériels importants et un bilan humain tragique, dont ces 11 corps retrouvés sur les lieux de l'explosion. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Un nouveau journal à 20h. D'ici là, portez-vous bien et excellent après-midi sur RTI1.